Ici, au Havre, il n'y a jamais de silence. Même en pleine nuit, sans aucune voiture ni passant, les entreprises créent un bruit sourd constant. Et c'est comme ça au Havre. Le bruit fait partie de la ville et du monde ouvrier. En tant que deuxième port de France, la ville que l'on peut voir derrière moi est une ville naturellement bruyante et naturellement industrielle. C'est dans son identité. Mais chaque vendredi, un autre vacarme surpasse celui des cheminées EDF et des plateformes logistiques. Autour du rond-point d'Harfleur s'agglutinent les voitures en direction du stade Océane. Parce qu'au Havre, le football fait autant de bruit que le monde industriel. Malgré la descente en Ligue 2 de l'équipe depuis maintenant 12 ans, les supporters ne ratent aucun match des Ciels et Marines. Les deux sont bruyants donc, mais ne sont pas en concurrence. Depuis le début, industrie et football forment un tout, un ensemble. Et cette situation n'est pas endémique au Havre. Lens, mais surtout aussi les clubs anglais comme Arsenal ou Manchester United, tous ont une identité étroitement liée au monde industriel. Aujourd'hui, nous allons voir l'origine de ces liens et leurs conséquences sur l'identité de jeu de ces équipes. Il ne faut pas être incollable sur le foot pour comprendre que tout commença en Angleterre. Les premiers à commencer à faire du foot étaient les universitaires avec l'équipe de Sheffield Wednesday qui est aujourd'hui la plus vieille équipe encore en activité. Mais ce sont les ouvriers qui permirent à ce sport de connaître une ascension des plus surprenantes. En effet, dès le début, le football n'était pas vu comme un sport noble, à l'inverse du rugby ou du cricket. Ce n'étaient donc pas les élites britanniques qui jouaient au football, mais bien le peuple. De plus, naissant vers 1850, soit un peu après la révolution industrielle en Angleterre, qui permit une exode rurale de millions de paysans et une création d'une énorme classe ouvrière, le football se colla logiquement à cette classe de travailleurs. Les ouvriers se sont appropriés le football, un sport pour le peuple. Ainsi, de nombreux groupes de workers jouaient au ballon rond après une journée de travail, histoire de décompresser. Et cette initiative était encouragée par les industries, car elle permettait d'éviter aux ouvriers de partir dans les pubs. L'alcoolisme était un grand fléau à l'époque de l'industrialisation dans le monde ouvrier. Pour résumer, nous avons la classe la plus représentée d'Angleterre jouant au football quotidiennement. Il ne manque plus que des clubs pour lancer la machine. Et c'est sur ce schéma-là que les ouvriers de la manufacture royale créent le Dial Square FC en 1886 qui deviendra plus tard Arsenal. De la même manière, la compagnie ferroviaire Lancashire et Yorkshire Railway créèrent le Newton Heath FC en 1878 qui deviendra plus tard Manchester United. Ces deux clubs anglais sont l'exemple parfait de ce que industrie et football ont créé ensemble. Enfin, ce sont ces mêmes ouvriers anglais qui permirent au football de se mondialiser, notamment grâce à la construction de chemins ferroviaires anglais dans des pays en Amérique du Sud. Hormis l'histoire ouvrière du football anglais, c'est vraiment une identité de jeu qui se retrouve sur le terrain. Des équipes dures au mal, des défenses approximatives et des arbitres laxistes. Ainsi est défini le football anglais. Un jeu où le physique prime au détriment de la tactique. Mais deux questions se soulèvent alors. Premièrement, est-ce une légende? Et deuxièmement, est-ce que cela a un lien avec l'histoire ouvrière du football anglais? La réponse à la première question est tout simplement non. Certes, le ballon rond a évolué et s'est mondialisé, mais la première ligue de la première moitié du XXe siècle nous prouve encore la dureté du football. Et même encore aujourd'hui, où de nombreux techniciens latins et de nouveaux joueurs venant d'autres pays ont apporté leur expertise tactique et leur douceur au jeu, on peut toujours retrouver l'identité du football dur au mal britannique dans de nombreuses équipes. En 1986, le kick and rush régnait même encore en maître dans certaines équipes. Je pense d'ailleurs par exemple au Wimbledon FC et je vous conseille la vidéo d'Alex de Castro sur ce sujet. Le journaliste nous explique la manière de jouer de ce club, à la fois atypique parce que les clubs anglais à cette époque-là évoluaient vers un football plus technique, mais à la fois traditionnel. C'est aussi l'œuvre de Vinnie Jones, joueur de la même équipe, Soccer's Hard Men, qui nous démontre la dureté de ce sport rien qu'à son titre. Deuxième question maintenant. Oui, cette identité de jeu est liée à l'appartenance ouvrière du football britannique. Ce n'étaient pas des intellectuels qui jouaient ce jeu à l'origine, c'était des Anglais, ouvriers, fans de rock et fans de bière.
Cela explique leur minimalisme tactique combiné à leur identité de gros dur. C'était la bagarre sur le terrain. Dans son ouvrage Tradition ouvriériste du football anglais, Richard Holt nous explique que c'est l'affinité avec le milieu ouvrier qui expliquait que les Anglais voyaient le football comme un jeu d'hommes et que les étrangers manquaient de tripes. Cette identité ouvrière a donc permis au football anglais de devenir si singulier et si apprécié. Et c'est logiquement que cette identité a traversé la Manche. Revenons-en à l'introduction. Le Hack, doyen du foot français. Son âge s'explique par la proximité avec l'Angleterre, mais aussi par le fait que le club a été fondé par des élèves d'Oxford et de Cambridge. Les Anglais ayant traversé la Manche pour installer leur football, c'est logiquement que l'identité de jeu les a suivis jusqu'ici. De plus, la ville du Havre étant elle-même une ville ouvrière, le kick and rush n'a pas eu de mal à s'installer dans la ville de François Ier. Mais quand on pense football ouvrier en France, on pense forcément au sang et or, le RC Lens. Ville minière, Lens a connu un parcours similaire aux clubs anglais. Mais plutôt que d'en parler moi-même, je demandais à Johnny Fudal, auteur de Stars des années 2050, vu sur plusieurs émissions télé, mais surtout grand fan du RC Lens, de répondre à quelques questions. Première question, peux-tu nous expliquer l'histoire du club ? Le club a été fondé en 1906 par un groupe d'étudiants qui se rejoignaient sur la place verte de Lens. Le club évoluait en noir, en référence au charbon, et en vert, en référence à la place verte. Lens est une cité minière, et l'émergence de ce club permet à de nombreux mineurs de décompresser sportivement. Durant toute son histoire, le RC Lens restera lié à la Compagnie des Mines. Pour preuve, le stade actuel comporte le nom de Félix Bollaert, qui est un ancien directeur de la Compagnie des Mines. Au fil des années, le club comportait de nombreux Polonais dans ses rangs. La communauté polonaise était présente dans cette région car utilisée comme main-d'œuvre en tant que mineur de fond. Ce n'est qu'en 1923 que le RC Lens adopte ses couleurs actuelles, le rouge et le jaune. L'histoire dit que le sang et l'or avait été l'idée du président de l'époque qui était passé devant l'église de Lens, qui était le dernier vestige de l'occupation espagnole dans le Nord-Pas-de-Calais. Il avait donc vu le drapeau espagnol et avait, entre guillemets, volé le concept. L'histoire sportive est diverse et variée. Le club a connu de belles heures de gloire, avec un titre de champion de France en 1998, une coupe de la Ligue en 1999, une demi-finale de coupe de l'UEFA en 2000, voire même une coupe Intertoto en 2005. Est-ce vrai que le RC Lens se démarque par ses fans ? Juste, petite information qui montre l'importance du football pour une ville comme Lens. Le stade Bollaert d'Ille-et-Lys a une capacité de 38 223 places. La ville de Lens a une population de 31 415 habitants, chiffre Wikipédia. Le stade pourrait accueillir l'intégralité de la population lensoise, c'est dingue. Alors ça fait cliché, mais je pense à titre personnel, à Lens, à part le football, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, contrairement à une ville comme Lille. Aller au stade Bollaert, c'était une tradition familiale. Mon grand-père a emmené mon père tout petit. Mon père m'a emmené au stade dès l'âge de 11 ans, et j'ai ensuite manqué presque aucun match jusqu'à mes 20 ans. C'était mon seul moment de partage avec mon père qui travaillait dur toutes les semaines. Ensuite, avec mes potes, le samedi soir, on n'allait pas en boîte, on allait à Bollaert où on suivait le match à l'extérieur, au PMU du coin. C'est presque une religion, où Bollaert était notre église. Mon père m'a toujours dit « Tu es supporter du club, pas de l'équipe ». En effet, les joueurs se succédaient, les entraîneurs se succédaient. Pareil pour les présidents, mais la seule chose qu'on défendait était le blason sur le cœur. Même lorsqu'on parlait de dépôt de bilan, j'étais prêt à aller supporter mon équipe en 15e division. Malheureusement, depuis 10 ans, ma carrière professionnelle m'a éloigné de ma région, mais je ne manque pas un seul match à la télé. Mon frère m'appelle même à chaque match à domicile pour qu'on choque les corons ensemble. Quand Lens venait faire un match à proximité de chez moi, j'allais dans le parcage. J'ai fait Lyon, Clermont-Ferrand, Grenoble et Bourg-en-Bresse par exemple. À Bollaert, l'ambiance est géniale. Parfois, j'allais au stade pour chanter, m'amuser. Ce qu'il se passait sur le terrain était presque anecdotique. Est-ce que l'identité ouvrière du club se ressent encore aujourd'hui ? Peut-être sur l'architecture, sur les fans ou surtout sur l'identité de jeu ? La mine est omniprésente dans le club. D'abord chez les supporters. À la mi-temps, nous chantons les corons, comme un hommage pour nos ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour le travail. Les paroles de cette chanson sont même inscrites sur le maillot extérieur. La lampe de mineur est présente sur le logo. Lens fait de nombreux hommages aux mineurs, notamment à la Sainte Barbe, sainte patronne des mineurs. De nombreuses fois, des visites des mines sont organisées par le club à l'égard des joueurs pour qu'ils voient la dureté du métier de ceux qui ont créé le club. À l'entrée des joueurs en début de match, un dong retentit, comme lorsque les mineurs du fond descendaient. Un projet est en cours de réflexion pour modifier le couloir d'entrée des joueurs et d'en faire un décor minier, comme à Schalke en Allemagne. Sur le terrain, il y a de moins en moins de joueurs du cru, mais la mentalité prônée est très proche des valeurs du club initial. Grâce à cette interview,
Johnny met en lumière le fait que le football peut dépasser le cadre sportif. Dans ce cas précis, il est aussi vu comme un hommage aux personnes ayant travaillé dans les mines et aussi comme une religion pour les supporters. En conclusion, je dirais que dès sa genèse, le monde ouvrier se lie directement au football anglo-saxon. Le sport était fait pour eux et les travailleurs en ont fait quelque chose d'unique, de brut. Et aujourd'hui, en 2020, les habitants des villes ouvrières prennent la route chaque week-end, ralliant le bruit de leurs moteurs à celui de leurs usines.